Hello, hello, bienvenue dans un Business Impact au féminin et aujourd'hui j'invite quelqu'un, une avocate, oui oui, le mot qui fait un peu peur. Hello Maëlys, donc merci d'être là avec nous aujourd'hui et on va commencer, moi je présente jamais mes invités, leur demande de parler d'eux-mêmes parce que c'est plus facile. Donc parle-moi un peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à ce métier déjà, parce que avocat ça veut dire plein de choses, ça englobe plein de choses, et surtout te spécialiser du coup dans l'accompagnement des entrepreneurs, chefs d'entreprise. Hello Anna, déjà merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je viens pour parler un peu de droit. Alors pour me présenter, moi je suis Maëlys Bidet, je suis avocate depuis 2018, donc ça commence un petit peu à faire. Et au niveau du parcours, j'ai un parcours très classique, c'est-à-dire que moi je savais que le métier m'a parlé et j'ai eu envie d'être avocate quand j'étais au collège, donc très très tôt. Bon, je savais pas exactement dans quoi, mais le métier m'intéressait en fait, la défense des intérêts des gens, et cetera, et cetera. Et du coup, dès que j'ai eu mon bac, je suis partie en fac de droit. J'ai passé le concours en sortant de master 1 à 21 ans Mhm. et je suis sortie de l'école avec mon diplôme et master 2 en poche à 24 ans. Donc j'ai fêté mes 25 ans dans mon premier cabinet. J'ai découvert pendant mes études de droit tout ce qui était droit des affaires, droit des sociétés, droit des contrats. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai eu une révélation pour le droit des sociétés. Peut-être que le fait que mon chargé de TD était mignon a peut-être aussi joué, hein. Mais en tout cas, j'ai adoré la matière et aussi, tout ce qui était droit des marques et cetera. Et du coup, je savais que je voulais partir en droit des affaires assez tôt. Et c'est quand j'ai fait mes stages et cetera, où je me suis, rendue compte que je voulais faire du conseil et conseiller en fait, des entrepreneurs, dans le cadre de leurs, projets business. J'ai fait plus de 5 ans de collaboration à gérer, les portefeuilles clients de cabinets qui avaient que des chefs d'entreprise et à parler qu'avec des chefs d'entreprise et quand je me suis lancée, c'était une évidence de me dire que, j'allais parler et aider les chefs d'entreprise dans leurs projets business. Et on adore ça, surtout mon audience, voilà. Donc quand on dit entrepreneur, chef d'entreprise, etc., ça peut être aussi les micro-entrepreneurs. Voilà, je le dis pour mes audiences. Oui. Oui, oui, vous faites partie de ça, même si légalement, sur le papier, on va dire, sur le papier, vous n'êtes pas vraiment CEO. Beaucoup de gens disent que non, vous n'êtes pas CEO si c'est un micro-entreprise. Vous avez quand même une micro-entreprise, donc chef d'entreprise, d'accord? On va la mettre comme ça. Donc, C'est ça. vous La êtes micro, aussi... c'est une entreprise individuelle et du moment où on a une entreprise, on est chef de son entreprise. Voilà, même si on est tout seul. C'est CEO, ça peut ça. se discuter. Mais voilà, donc c'est pour ça que je dis, même si vous êtes en micro, écoutez vraiment tout l'épisode, ça va vous aider. Donc on a vraiment besoin de toi, mais les gens ne savent pas forcément qu'on a besoin de toi. Donc déjà, j'aimerais mettre une petite définition pour faire la différence entre juriste et avocate, parce qu'en fait, on voit beaucoup de juristes sur Instagram, et cetera. On voit qu'ils parlent de droit et elles ont le droit. Mmh. Mais du coup, j'aimerais bien voir cette différence entre vraiment une juriste et toi, avocate. Donc, si tu peux nous expliquer un peu la différence et le rôle, en fait, un peu stratégique, moi je le vois stratégique, de l'avocate pour une entrepreneur ou un entrepreneur. Alors pour commencer, la différence entre juriste et avocat, c'est que en tant qu'avocat, on est légalement habilité à donner du conseil personnalisé et individualisé, ce que les juristes n'ont pas le droit de faire auprès de clients. C'est-à-dire qu'un juriste, il va pouvoir donner du conseil personnalisé et individualisé à son employeur. Quand on Mmh. est juriste en droit des affaires ou droit des sociétés dans une société, on va pouvoir donner des conseils personnalisés ou par exemple, il y a des cabinets d'experts comptables qui ont des juristes qui vont aller conseiller, mais c'est les clients du cabinet d'expertise Mmh. comptable. Un juriste n'a pas le droit de s'établir pour faire du conseil personnalisé à des clients comme un avocat va avoir ses clients qui sont un peu de partout et avec lesquels il est lié juste par un contrat et une convention d'honoraires. Donc la grosse différence, c'est ça, c'est pas le droit de donner des conseils personnalisés, pas le droit de rédiger des actes personnalisés et individualisés. En fait, le juriste a le droit de donner des informations juridiques un peu générales. Mmh. C'est-à-dire dire, par exemple, en B2C, il y a obligation d'avoir, souscrit à un médiateur de la consommation, Mmh. même quand on est en micro. Mmh, quand même, qu'on le souligne quand même, parce que tu as le droit de mettre des petits pics comme ça, hein, pendant tout l'épisode, parce que tu Non, sais qu'il mais y en a plein parce qui ne le que savent je pas. sais que, pour le coup, c'est un gros cheval de bataille, hein, le micro et le droit, Mmh. c'est un peu mon cheval de bataille sur Instagram principalement. Le micro, c'est juste un régime fiscal social, ça enlève rien du tout sur toutes les obligations légales qu'ont les chefs d'entreprise et les entreprises, donc. Et pour la deuxième partie de ta question, le côté stratégique d'une avocate ou d'un avocat, hein, parce qu'il y a Mmh. des hommes avocats, hein, bien évidemment, c'est mixte comme profession.
Pour les entrepreneurs, c'est en fait d'avoir, moi je vois mon rôle auprès de mes clients comme un peu un œil externe. Alors j'ai toujours ce réflexe légal de voir ce qui va être possible, ce qui va pas être possible, voir ce qu'on va pouvoir faire, comment et quelles sont les limites à l'imagination, sur les projets des clients. Pour le coup, moi avec mes clients, ça mes discussions, c'est pas du tout dire: «Oui, alors vous pensez que c'était l'article qui s'applique?» Non, non, moi c'est ça finit par: «Et du coup, comment fonctionne votre business? Nananana et du coup, ah mais, et ça vous le faites?» Et en fait, ça devient des discussions business parce que, c'est un partenaire légal, en fait, Mmh, stratégique, au même titre qu'un entrepreneur aura aucun problème à aller voir un expert comptable pour avoir un partenaire stratégique au mmh, côté chiffres. c'est ça. Et en fait, le droit, c'est pas du tout un obstacle. Il faut pas du tout le voir comme un obstacle, une obligation, un truc, un peu lourd, où on se fait taper sur les doigts. Non, ça veut vraiment être un outil, en fait, pour son business et il faut le voir comme ça, comme un outil, un investissement pour son business. Parce que, ben, typiquement, quand on a, des CGV ou un contrat qui définit bien les rôles de chacun dans la relation client, et ben, tout le monde est content parce qu'on sait où s'en tenir, on sait à quoi s'en tenir, qu'est-ce qu'on a à faire et on sait où sont les limites et c'est quand même toujours confortable, tant pour le client que pour l'entrepreneur, de savoir que en fait, ben, le client, peut aller demander jusqu'à ça et le reste, c'est pas de son ressort. C'est Pour ça. le coup, je vois ça vraiment comme un gros avantage et c'est vraiment ce qu'il faut voir dans les contrats, pas juste se dire: «Oui, ah bah, potentiellement, je fais du B2C, je mets le droit de rétractation ou je risque une amende». Enfin, ça oui, Mmh, mais ça, c'est pas l'apport, stratégique. Enfin, il y a toute une réflexion stratégique à avoir quand on fait ses contrats sur comment on veut sa relation client. Qu'est-ce qu'on mmh. veut dedans? Qu'est-ce qu'on veut mettre? Parce que réfléchir à son offre, son pricing, son marketing, c'est bien. Réfléchir à comment on va encadrer, l'exécution, c'est mieux et le poser sur papier, c'est vraiment génial. Et c'est ça que j'aime bien quand tu dis, c'est par exemple la différence vraiment avec les juristes, où là tu peux faire vraiment du personnalisé, où c'est une collaboration, vraiment, on peut parler ça comme ça. Et surtout que les entrepreneurs, on est un peu, voilà, on évolue en plus et on met en place tout ça, des fois on fait des essais et cetera. Donc d'avoir ce conseil, cet œil extérieur qui est de côté légal, c'est pour moi important. Et du coup, ça amène la deuxième question que je voulais te poser. Pourquoi c'est crucial en fait de se faire accompagner du côté légal dès le début, même en micro-entreprise? Donc bien sûr, il y a des risques, mais je pense qu'il y a aussi des bonnes choses. Tu en as parlé un petit peu là, donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi c'est crucial d'être accompagné même en début d'activité? Pour le coup, c'est vraiment cadrer sa relation client, son expérience client. C'est, parce qu'en fait, les obligations légales sont les mêmes qu'on soit en micro-entreprise ou Mmh, qu'on évolue derrière en société et par exemple, une micro-entreprise qui fait, 3 ans en micro, qui a son activité qui grossit bien et qui va derrière vouloir passer en société pour optimiser notamment sa rémunération, ses charges et cetera. Le contrat qu'elle a fait établir au départ, si elle est toujours sur les mêmes conditions avec ses clients, et il va lui servir pour la suite. On va pas le prendre et le jeter en disant: «Bouh, c'était pour les micros». Non, parce que les obligations légales sont les mêmes. C'est vraiment ça qui est crucial, de se dire qu'on vend pas en micro, c'est pas une petite entreprise, c'est pas un statut test, on vend pas une petite presta. Non, mmh, on a une entreprise, on vend sa presta qu'on va développer et pour le coup, oui, c'est vraiment, la micro, il y a l'accompagnement pour le légal est vraiment très important sur la gestion, de son business à long terme, à mon avis et après il y a tout ce qui est des questions de statut, voir si c'est toujours adapté et cetera. Parce que la mmh, micro, c'est, un des statuts les plus souscrits, ces derniers temps parce que c'est très mmh. facile, mais potentiellement, hein, qui souffre le plus de préjugés sur le développement, sur des choses comme ça. Pour moi, il y a vraiment 2 points sur lesquels un accompagnement légal est important, c'est, les contrats et le statut. Et après si je peux rajouter, il y a aussi, ben, tout ce qui est développement. Si on veut Mmh. acheter un fonds de commerce ou un bail commercial, ça a l'air super simple. Franchement, je vous souhaite pas de négocier tout seul les 25 pages de protocole. Faites-vous accompagner. Ça Mmh. coûte un peu, mais c'est un investissement et vraiment une grosse sérénité. Enfin, je sais que j'ai pas mal de clients, que j'accompagne, ils m'ont dit: «Ah oui, non, mais vu les discussions, merci». Parce qu'on a un apport, et en fait, c'est l'avocat va aussi décharger de tout ce qui est, stress légal à se demander: «Est-ce que je fais bien? Je fais pas bien?» Bah, en fait, enfin, C'est quand on légal, se fait c'est pas accompagner, on a quand même cette assurance et on enlève et tout ce petit stress qu'on peut avoir, on l'enlève et on se dit: «Ah ben, OK, c'est bon, je suis dans les règles, j'ai bien fait les trucs, j'ai bien cadré. Allons-y, je vais développer, je vais développer mon chiffre d'affaires, jusqu'au ciel, à l'infini et l'au-delà».
C'est ça, mais j'aime bien que tu parles aussi des statuts parce qu'en fait, comme tu dis, la micro-entreprise, on avait parlé avec une autre invitée qui était, dans la gestion de patrimoine, qui disait: «C'est bien la micro-entreprise, mais c'est pas bien aussi». Parce qu'en fait, quand on commence, on clique sur internet, tac, 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 c'est bon, micro-entreprise est ouverte. Mais on est en France, enfin, ouais, voilà, et donc tu es censé connaître la loi. Mais en fait, tu n'es Oui. pas du tout obligé d'avoir quelqu'un pour t'aider à ouvrir ta micro. Quand tu commences à écrire, quand tu es dans les vraiment société, tu as quand même tout un truc à écrire et que ça il y en a déjà quand même qui s'amusent à le faire tout seul, respect à eux, s'ils veulent. Mais il y a quand même un besoin d'avoir de la comptabilité, d'avoir le voilà, on est un peu Mmh. plus en rapport avec des gens du terrain comme, comme toi, les avocats et les comptables et cetera. Donc ils vont comment dire: «Ouh là, tu sais ça ou pas?» La micro-entreprise, on est un peu voilà. Mais ça n'empêche Lâché dans pas. la nature. Voilà, c'est en fait, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi mettre sur leur facture de manière légale, mais on est censé le savoir. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses comme ça. Mais j'aime bien que tu parles aussi de ça, parce qu'il y a quand même des gens qui ne savent rien ou qui n'ont pas forcément des contrats ou qui ont fait juste des CGV avec les juristes du Ou cabinet comptable. ChatGPT, Voilà, ou ChatGPT, alors ça je j'en parle même pas. Mais qui ça ont existe. peut-être, des CGV peut-être qui ont été aidés par les juristes, par exemple, du cabinet comptable, donc qui étaient bien au début quand ils ont commencé leur activité en tant qu'EARL ou des choses comme ça, parce que moi j'ai le cas avec une de mes clientes, qui a des CGV qui ont été faites par des juristes. Mais sauf que maintenant, ils sont plus valables, elle a des nouveaux services aujourd'hui et qui vont pas forcément chercher des avocats de suite, et ça, c'est un truc que je comprends pas forcément. Donc voilà, moi j'aime bien quand tu parles du statut 1, de savoir quel est le statut qui est bien pour soi. Ça peut être bien à un moment donné, mais pas forcément après, ou l'inverse. Oui. Et d'avoir aussi cet accompagnement depuis le début, pour eux. Donc est-ce que tu peux me parler un peu de ces statuts? Toi, je sais que tu aides par rapport à ça pour déterminer un peu, tu en as parlé un peu. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus par rapport à ça? Est-ce que c'est par exemple de passer le micro à EARL ou EARL à autre chose ou quoi? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors moi, c'est, pour toute la partie, j'interviens donc, pour les contrats et aussi pour toute la partie droit des sociétés. Donc, ce que j'ai développé ces derniers temps, parce que je me suis rendu compte en étant sur Insta que les micros étaient laissés dans une espèce d'abysse au fin fond de on ne sait pas où. Personne s'en occupe, personne ne leur parle, divulgation légale et cetera. Enfin, c'est, le compte La Micro by Flo est génial. Après, Mmh. il leur donne, ben, des informations sur l'administratif et des informations sur, les Mmh. obligations légales aussi, et il a vraiment un Mmh. contenu qui est génial. Super. Mmh. Mais mis à part son compte, quand on cherche un peu, bah, en fait, très typiquement sur les professions réglementées, personne ne leur parle, Mmh. vraiment. Et que ça soit expert comptable ou avocat, il y en a peu qui commencent à s'y intéresser, alors que c'est un des statuts les plus répandus. Et du coup, ben, sur Instagram, j'ai commencé à discuter avec pas mal de micros parce que, ben, c'est l'option de simplicité quand on se Mmh. lance et quand on n'a pas, envie de mettre un capital, parce qu'une société, c'est génial, mais il faut rédiger les statuts. Alors si on a la foi, je sais pas comment on peut pas Mmh mh. l'avoir si on n'aime pas le droit des sociétés. Moi, j'adore rédiger des statuts, mais si on a la foi, franchement, respect, hein. Enfin, il y a quand même une annonce légale à payer, il y a des frais, hein, Mmh. pour Mmh. constituer sa société, et il faut savoir qu'en société, c'est génial pour optimiser sa rémunération, pour optimiser les charges qu'on va payer dessus, URSSAF, pour optimiser son imposition perso, mais la société, dès qu'on change un truc, ça coûte. Mmh mh. Et ça, c'est typiquement des choses qu'on oublie peu, enfin qu'on ne met pas forcément sous le nez, et du coup, partant de ces constats-là, qu'il y en avait qui soit se lançaient en société trop tôt, soit pensaient qu'ils devaient absolument y être et que c'était pas, Mmh. opportun. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi, en fait, à une espèce de prestation, point statut, où en fait, l'idée, c'est d'avoir, 40 minutes de vidéo et un compte rendu pour voir si le micro est toujours adapté. Donc je demande des chiffres pour le plus Mmh. grand bonheur, Des gens? de ceux qui prennent la prestation. Parce que quand je demande le niveau de charge Mmh. et le montant des chiffres d'affaires, souvent j'ai des mais c'est Me lance pas important. sur la gestion financière des entreprises. Là, Parce c'est qu'il mon faut dada. avoir le nez sur ces chiffres, et en fait, le Je but de comprends. cette prestation, c'est vraiment, donc c'est point statut, et en fait, c'est vraiment de faire un point, voir si la micro est ou non toujours, optimale au regard de ses objectifs futurs aussi, parce que c'est ce qu'il faut prendre en compte, hein, quand on va sortir de micro. Si on a, son entreprise, qu'on n'a pas, un rêve de faire un truc, qui va se développer à l'infini, qu'on est très content et qu'on n'a pas envie, parce que c'est bien aussi, enfin, si ça nous convient, c'est très, très bien de pas avoir envie de se développer à l'infini, en faisant, des tas de sociétés, plein Mmh. d'activités qui génèrent des centaines de milliers, des millions.
c'est OK aussi. Et du coup, voilà, voir vraiment avec tous ces éléments-là, les chiffres, les perspectives qu'on a pour le futur, est-ce que c'est opportun ou non de sortir du micro et comment Mmh. surtout? Donc, quelles sont les options qui s'ouvrent, en pratique, en fait, pour sortir du micro? Et après, à la fin, du compte rendu, il y a aussi des petits tips sur, bon, et si je passe en société, si je sors du micro, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est ça. Donc voilà, l'idée, c'est de donner, en fait, toutes les clés et les infos pour que, la personne, qui s'interroge sur son statut puisse, en fait, avoir, toutes les clés en main pour se décider et sortir du micro. Là, avec les gens que tu accompagnes jusqu'à aujourd'hui, que ça soit, ben, pour, le point, statut ou pour, peut-être les contrats et cetera. Quels sont les défis ou les challenges ou les questionnements qui reviennent le plus souvent pour les entrepreneurs que tu accompagnes? Revient le plus souvent, bah, il y a Mmh. sécuriser la relation client, bien la cadrer Mmh. et cetera. Enfin, je sais qu'en plus après ça, c'est un peu un de mes dadas de faire des contrats qui soient très, on remet l'église au milieu du village. Mmh mh. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous adultes, on a tous des droits et des obligations et il y a pas que le prestataire, le vilain méchant professionnel qui vend ses services et prend ton argent, qui va en fait tout prendre en responsabilité. Donc, il y a beaucoup, voilà, cadrer la relation client parce que c'est un truc qui se remet quand même au fur et à mesure quand on échange, quand on creuse. C'est pas forcément, j'ai peur que mon client me la fasse à l'envers, les impayés, enfin ça, c'est une des questions annexes. Mais vraiment, c'est, oui, mais du coup, mon client, et s'il me demande, 3 modifs de plus? Mmh. Enfin, je veux cadrer, en fait, pour qu'on soit d'accord sur ce que je vais faire et pas me faire bouffer et pouvoir dire non en connaissance de cause sans me dire: Mmh. Est-ce que ça va passer?» Donc il y a ça et après sur tout ce qui est, ben, statut, juridique, structuration et cetera, c'est, ben, qu'est-ce qui est le plus opportun, en termes de développement parce que, ben, après il y a pas de statut magique. Enfin littéralement, c'est ce qui ressort à chaque fois. Dès qu'il y a des discussions, il y a pas de statut magique. La micro, ça peut être très bien à un moment donné. La SARL à associé unique, ça peut être très bien pour, sortir du micro parce qu'en termes de rémunération et de charges, ça va, mais peut-être qu'à un moment, la SAS sera mieux. Enfin, un statut, ça évolue. Alors, Mmh. potentiellement, quand on le fait évoluer, même si on s'est trompé enfin, Mmh. si on s'est trompé de statut, qu'il est plus adapté, c'est pas grave, c'est pas un drame, mais ça évolue. Alors ça coûte toujours un peu si on fait appel à des professionnels pour se faire accompagner, mais bon, Mmh. on se fait C'est partie accompagner, du hein, jeu. ça Partie fait du jeu. partie du jeu. Mais oui, sur tout ce qui est société, c'est vraiment, ce qui revient le plus souvent, c'est et les charges et combien je vais payer, les URSSAF et cetera, parce que la façon dont les URSSAF sont gérées en micro, c'est pas du tout pareil quand on sort du régime microsocial. Mmh mh. Mais alors c'est absolument pas la même chose et enfin, pour le coup, pour la faire bref, c'est, bah, en fait, quand on sort du régime microsocial, les URSSAF, c'est calculé sur sa rémunération, pas sur son chiffre d'affaires. Mmh. Ça change un petit peu la base de calcul, on va dire. Mmh. Donc sur les statuts, oui, c'est ça et après en fait quand, moi je fais pas mal de sociétés aussi où il y a plusieurs associés. Mmh. Donc il y a aussi la question des pactes d'associés où on va décider en fait faire un document où on va s'octroyer des droits et cetera et puis qui fait quoi et pour avoir, quelque chose qui soit sain dès le départ. Et Mmh. après la 3e, le 3e volet où où j'accompagne les entrepreneurs, c'est sur tout ce qui est cession, acquisition, bah, de fonds de commerce, de bail commercial, de marque, de société aussi, parce qu'on peut Mmh. racheter une société. Complètement. Là, c'est surtout, en fait, se faire accompagner pour avoir, l'acte qui protège le mieux leurs intérêts Mmh. possibles. Donc, bah, potentiellement, sur les sociétés, vérifier le passif, ce qui a été, les dettes de la société, est-ce qu'il y a des risques, des choses comme ça et puis bien négocier, les termes pour être le mieux protégé possible. Parce que sur les acquisitions-cessions, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et c'est un autre projet, un autre level de projet, en plus de la gestion de son opérationnel avec les contrats. Donc c'est vraiment oui, être accompagné parce que les clients que j'accompagne sur des acquisitions-cessions en ce moment, ils m'ont dit: «Mais on voit arriver le truc, on est perdu quoi. C'est quoi ces pages et ces pages? Enfin, on sait pas est-ce qu'il faut négocier? Est-ce qu'il faut pas négocier? Est-ce qu'il y a des choses? On sait qu'on va dire des trucs, on va rien comprendre». Donc c'est vraiment, voilà, sur, les défis que je c'est la complexité du droit sur tout ce qui est cession-acquisition et après voilà, c'est vraiment, la relation client sur les contrats et Mmh. optimisation pour pouvoir se développer plus sereinement et de manière bien structurée.
Mmh. sur, le droit des Donc sociétés. voilà, si je comprends bien, moi je dirais il y a 2 grosses choses moi qui reviennent à ce que tu nous as dit par rapport à ce côté de ce rôle-là, côté légal. Il y a tout ce jargon qu'on comprend pas forcément, toutes ces lois, parce qu'on est censé connaître les lois du pays où on est, hein, Ouais. d'accord? Mais ça, enfin, je veux dire, c'est pas tout le monde qui va lire le code pénal ou je sais pas quoi. Donc du coup, voilà, d'avoir quelqu'un déjà qui peut nous accompagner pour mieux comprendre et se rendre compte qu'en fait: «Ah, c'est comme ça, OK, voilà mes droits, voilà ce qui n'est pas tes droits», parce qu'on parle toujours, on fait très peur, petite, petit clin d'œil aux juristes qui aiment bien faire peur avec tout ce qu'on peut se prendre dans la tête, de pas faire les choses légalement. Mais moi, je suis plutôt dans le verbe de dire: «Beh, si je me fais accompagner de manière légale, je vais savoir mes droits, je vais savoir bien les utiliser et je vais pouvoir prévoir les choses correctement que quand tu veux changer de statut et cetera, tu es tellement serein pour changer». Donc ce côté, on va dire légal et la deuxième chose, c'est le côté humain parce qu'on négocie, on travaille avec des humains. Donc dès que tu travailles avec un humain, bah, il y a des choses à mettre en place, des limites et cetera, pour pas se faire bouffer, mais aussi pour être serein avec la personne, d'avoir une bonne collaboration. Parce que, bah, quand toi, tu es serein, tu sais: «Voilà, c'est ça mon cadre. Est-ce que tu veux jouer dans mon cadre? Oui». Et après, on peut être flexible à l'intérieur, il y a pas de souci, hein, on est humain et on peut être à l'écoute. Mais ça nous permet d'être, comme tu disais, par exemple, quand tu es designer, ce genre de choses, bah, que la personne, tu as toujours la personne qui te fait faire des contrats à un moment donné, qui dit: «Oui, mais là, oui, mais là, oui, mais là». Oui, mais non, en fait. Donc si tu l'as pas mis dans tes contrats, voilà. Donc c'est pour le délimiter, tout le monde sait où il est. On sait, c'est un peu comme, je sais plus si c'est toi qui me l'avais dit dans un autre appel, qui me disait: «C'est un peu faire les règles du jeu». Mmh. Tu crées les règles du jeu quand tu joues à un jeu, je sais pas moi, au jeu de dames ou je sais pas quoi, tu as tes règles. Tout le monde y joue dedans, on s'éclate, mais au moins tu joues et tu poses tes règles au début et on les lit puis on y joue, quoi, et on s'éclate. Et je pense que c'est un peu ça, moi, comment je le vois, c'est que tu nous dis les règles du jeu déjà, on les voit ensemble pour être OK et après, ben, on peut s'éclater avec nos clients. Donc je pense moi qu'il y a vraiment ces 2 grosses dimensions, quoi. C'est ça, pour le coup, vraiment les contrats, en fait, c'est pour derrière pouvoir être serein. En fait, avoir mis ces règles du jeu, c'est se dire, en fait: «Mais, je f» c'est se laisser toute l'énergie pour, faire son métier passion et son accompagnement. Mmh mh. Parce que si à chaque fois qu'on accompagne un client, on est là: «Ah oui, ah non, ah zut, il me demande un cinquième retour, mais ça fait déjà 5 que je lui fais. Bon, OK», c'est pas agréable et on n'est pas venu, enfin, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment génial, mais on vient pas là pour, se tirer, 15 balles en plus dans le pied. Mettre les règles du jeu, c'est en fait c'est aller dans la poursuite de ce pourquoi on est allé dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire Mmh. reprendre un peu, le contrôle et être indépendant, et être indépendant, c'est aussi mettre les règles de son jeu et ça permet derrière de beaucoup plus s'éclater et de pas subir, la relation client qui franchement, enfin moi j'adore travailler en individualisé avec mes clients, enfin c'est Mmh. absolument Ouais. génial les échanges qui ressortent. C'est ça. Bah, après, petit clin d'œil aussi à toutes les auditrices qui ont pas forcément de problème aujourd'hui sans contrat ou ni CGV. Heu, Vous aurez un problème à un moment donné. Comme je dis, on travaille avec des humains. Il y a la majorité de mes clientes, moi jusqu'à à peu près 1 an, j'aurais jamais dit qu'il y avait de problème. Je n'ai jamais eu de problème. Elles ont été toujours des perles, franchement. Mais il y a toujours le 1. Il y a toujours quelqu'un qui va venir faire, vous donner la petite claque, qui va dire: J'ai besoin de contrat». Il y a toujours, 1 ou 2 choses qui arrivent et donc du coup, n'attendez pas d'avoir un bordel, d'avoir des gens qui ne payent pas, d'avoir, des gens qui vous, poussent à bout dans vos limites et que vous pouvez rien dire. Des fois, ça peut être c'est pas forcément des gens, malveillants, hein. C'est par exemple, moi en coaching, c'est d'avoir quelqu'un qui va être là, qui prend ses appels. Elle a peut-être 12 appels à prendre, donc elle va en prendre 3, puis elle disparaît de la terre. Elle ne vous appelle plus, elle ne vous répond plus. Donc bon, ben, voilà, elle sait pas, tu ne sais pas si elle continue ou pas. Et puis 3 mois après, la personne elle va revenir, fait: «Bon, bah, alors, pour le reste de mes appels», et là, si tu as pas de contrat qui te dit qu'elle avait 3 mois pour prendre ses appels, bah, tu fais quoi? Ben, voilà. Et là, si tu as pris d'autres clients parce que tu pensais que la personne avait fini, qu'elle était disparue de la terre, tu te retrouves dans un beau bordel parce qu'il n'y avait rien. Donc elle est en droit aussi parce que tu lui as vendu 12 appels. Tu lui as pas vendu 12 appels dans 3 mois. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui peuvent arriver qui sont pas méchants. Elle n'a pas été, voilà, elle a pas allé outre ses droits et cetera. C'est que ça a pas été dit, ni marqué, ni, consenti. Donc voilà, donc j'ai juste posé que c'est pas parce que vous avez pas de problème aujourd'hui que vous en aurez pas plus tard et bah, juste avoir ce côté écrit, le faire signer. Si vos clientes, elles sont bien, ben, elles respecteront de toute manière, donc il y a pas de souci. Je trouve que c'est quand même mieux pour, la charge mentale,
d'un peut-être que. Donc voilà, c'était pour le préciser quand même. Je sais pas si tu es d'accord avec ça? Ah mais totalement. Tu m'as ôté les mots de la bouche, je n'ai rien à rajouter. C'est Voilà. exactement ça. Donc tu dis donc que cette relation, elle est vraiment collaborative et j'aime vraiment ce mot-là. Donc comment tu fais donc du coup pour t'assurer que chaque décision juridique, que tu prends, hein, ou avec la personne, est alignée avec les intérêts stratégiques de la personne? Parce que c'est ça que tu dis que c'est différent avec les juristes, ce côté vraiment d'être, j'écoute le business, je vois les besoins et cetera et tu arrives à mettre en place des choses, que ça soit le statut qui correspond, que ça soit un rachat, peut-être d'un fonds de commerce, un truc comme ça, ou que ça soit un contrat. Comment tu arrives à vraiment donc, à garder ça là, toutes ces décisions juridiques avec les besoins de l'entreprise? Pour le coup, j'échange énormément avec mes clients. Enfin, vraiment, le dialogue, c'est au cœur de ma relation client et d'avoir une proximité et en fait, qu'ils hésitent pas à venir me poser des questions et si, par exemple, il y a des points enfin là, je repense à un dossier que j'ai en cours où on négocie un bail commercial. Eux, ils ont jamais vu de baux commerciaux de leur vie. Enfin, le bail commercial, c'est un peu particulier quand même, quand c'est pas du tout la même chose que les baux d'habitation et je sais qu'ils sont venus me voir, ils me disent: «Oui, ben, du coup, on avait vu ça, ça, ça et ça comme point» et en fait, enfin, moi, tout je leur ai fait tout un compte rendu écrit et on s'est fait un appel derrière pour tout revoir, où je leur ai dit: «Bah, en fait, enfin, ce point-là, je comprends, mais bah, en fait, enfin, ce point-là, potentiellement, théoriquement, on peut le négocier, c'était sur de l'indexation». Je leur dis: «Par contre, ça fait 15 ans que c'est comme ça, moi, je veux bien aller le négocier pour vous. Je pense que ça va plus braquer le bailleur qu'autre chose et en soi, ça vous protège de l'autre côté». Donc moi, vraiment, mon but quand j'échange avec mes clients, c'est qu'ils comprennent les tenants, les aboutissants, les conséquences et ce que je leur dis quand je commence mon accompagnement et la mission avec eux, c'est, «Je vais vous expliquer les tenants, les aboutissants, les conséquences. C'est vous qui décidez à la fin parce que moi, personnellement, Mmh. c'est pas mon business. Je vous donne un conseil, vous me dites: "Non, on y va"». Je vous réexplique pourquoi c'est pas l'idéal, vous voulez quand même y aller. Je vous redirai que c'est pas l'idéal, mais si vous voulez vraiment y aller, on y va. Parce qu'à un moment, c'est pas mon Mmh. business et c'est pas moi qui décide. Mais c'est vraiment, en fait, de donner une vue globale et pas juste dire: «Oui, mais le droit dit que», c'est non, en fait, ça a cet impact sur, ben, le montant de votre loyer, sur la relation avec le bailleur, pour voir jusqu'où on peut aller. Pour le côté vraiment collaboratif et que ça soit aligné avec leurs intérêts, ben, en fait, le premier truc, c'est que j'écoute vraiment, quels sont leurs projets, comment ils fonctionnent, quels sont leurs buts et s'il y a besoin, je disais, je creuse et derrière, ben, en fait, je donne les conseils, je préconise, mais c'est jamais moi qui décide. Bien Je sûr, leur, c'est ce que je dis tout le temps, c'est ce que je leur rappelle tout le temps, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui vais vivre avec cette décision-là, et qui vais l'assumer donc et j'ai déjà des clients qui m'ont dit: «Ouais, je sais que là, c'est pas ouf, mais j'y vais quand même». Tant qu'ils me disent qu'ils savent, qu'ils sont en accord avec ce qu'ils acceptent comme inconvénient, pour le coup, si c'est vraiment, pas du tout aligné avec leurs intérêts et que ça met, ça crée un conflit à mon niveau en termes de conseils, le client choisit son avocat, mmh. l'avocat a le droit de se dessaisir du dossier. Mmh mh. Ouais, j'aime beaucoup cette, et ça me parle beaucoup et c'est pareil, pour tout ce qui est accompagnement, parce que moi je fais du conseil aussi. Je peux donner les meilleures stratégies du monde, je peux t'amener à là où tu as envie, mais si tu veux pas suivre les conseils et que tu veux quand même faire ce que tu penses qui est bien, pas de souci. Mais par contre, si ça amène pas au résultat et si je te dis que, oui, tu peux le faire, mais ça va donner ça, après c'est pas un truc et j'aime bien déjà ça, de dire: «On fait du conseil, on te donne tout ce que ça fait. Si tu vas là, ça donne cet impact. Voilà le pour, voilà le contre. Là, 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 tu choisis. C'est les chefs d'entreprise, c'est les chefs des décisions, il y a pas de souci». Mais j'aime bien quand tu dis: «Le client choisit son avocat, mais l'avocat choisit aussi son client». Enfin, peut arrêter le dossier et c'est pareil quand on est entrepreneur. On a le droit de choisir ses clients d'une manière très éthique quand même, attention, hein, on fait pas de discrimination et cetera. Ça, c'est la loi, Maëlys pourra te parler. Mais, quand on a mis en place quelque chose et pareil, il faut que ça soit mis en place, parce que tu fais signer des contrats, je pense, avec tes clients. Donc du coup, si tu as mis Oui. les choses en place et que c'est pas tenu, ça ne suit pas les valeurs, ça ne suit pas les attentes, ça suit pas ce qu'on s'est dit, tu as le droit de dire stop à un client. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui culpabilisent pour ça. Pas juste toi avec tes clients, mais je pense que de nous, en tant qu'entrepreneurs, on dit: «Oui, mais elle a signé, elle m'a payé, donc du coup, je peux pas arrêter, je peux pas choisir». Bah si, bah si.
Si, si, bah, pour le coup, après, il faut le prévoir dans le Voilà, contrat. En B2B, c'est plus facile qu'en B2C parce qu'en B2C, quand même, les clauses abusives, c'est très, c'est un carcan un peu plus lourd à avoir en tête et on peut pas faire tout ce qu'on veut. Alors, on peut pas faire tout ce qu'on veut non plus en bien sûr. B2B et s'asseoir sur la tête du client et dire: «Eh gna gna c'est moi le roi du monde». Mais Non, on est un petit peu plus libre sur ce qu'on pourra négocier. En termes de, bah, d'arrêt en cours de mmh, route et pour le coup, enfin, là, ces derniers temps, ce que je mets systématiquement dans mes contrats, typiquement, c'est alors parce que je pense que dans les contrats, il faut aussi rappeler le savoir-vivre et le savoir-être et des règles de base qui ont l'air d'être complètement logiques, mais manifestement faut tout pas mettre. pour tous, Faut tout mettre, faut tout mettre, effectivement. mais une clause de respect mutuel. Typiquement, ou s'il y a des manques de respect, le client qui t'insulte 4 fois, je pense que tu as pas vraiment envie de le retrouver en appel derrière. Tu as Mmh envie mh. de lui dire: «Ben, tu prends tes clics, tes claques et tu sors». Mmh. Et typiquement, voilà, se ménager en fait des choses où, par exemple et si toi tu insultes 3 fois le client, il a le droit de te regarder et de te dire: «Je Non. veux pas». C'est de la logique, c'est du bon sens, Oui, oui, mais oui. si c'est pas écrit, bon, ben, on peut le tenter, mais ça sera par la voie amiable. Il faudra qu'en face, il soit d'accord. C'est pas la même chose. Si tu as quelqu'un avec qui ça se passe très, très mal, bah, la voie amiable, c'est un peu compliqué, quoi. C'est ça, c'est Donc ça. Non, j'aime bien quand tu as dit ça. Je le souligne pour les gens que c'est pas que appliqué aux avocats et pour ça, de toute façon, il non. faut avoir une bonne structure derrière. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, que tu dis, j'aime bien cette transparence aussi, tu parles beaucoup de transparence et de réactive. J'ai lu tout ton compte LinkedIn. Le fait que tu mets, donc en honneur le côté transparent et le côté réactif. Donc comment tu arrives à garder donc cette proximité, cette réactivité, même à distance? Parce que là, on est tous en ligne. Moi, dans mon audience, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en ligne, mais pas que. Donc comment tu arrives à vraiment garder ça, cette proximité avec les gens et cette réactivité? C'est une grosse question d'organisation. Mmh. Très honnêtement, c'est une question d'organisation et c'est comme une habitude, en fait, qu'on prend. Mon credo, c'est de toujours, en fait, prendre en considération les demandes des clients sous 48 heures. Alors ça veut pas dire que je vais donner une réponse complète, mais au moins leur dire: «Je l'ai bien reçu». Après c'est 48 heures hors week-end et jours fériés parce qu'on Bien sûr. on travaille pas, 24/24, c'est du succès. Mmh. Mais c'est vraiment, Dis pas voilà, ça à d'avoir moi, hein. une, je sais, j'ai écouté plein d'épisodes, je sais bien. Mmh. Mais c'est vraiment, oui, d'avoir une prise en considération. Mmh. Et je pense que c'est hyper important parce que pour le coup, j'ai fait le test, regardé sur Google, mon avocat, alors les 10 premiers résultats, j'ai pleuré. C'est: «Ne me réponds pas, ne réponds pas au téléphone, je ne sais pas où en est mon dossier». Alors qu'en vrai, enfin, moi, en conseil, j'accompagne sur, du business. Enfin, je Mmh. suis là pour être un conseil, pour être un support. Il faut être là et disponible. Enfin, je me vois mal, comme moi, mon banquier, bah, s'il me répond pas sous une semaine, à ma petite question, ça va pas me faire rire, quoi. Mmh, mmh Pas mh. du tout. Donc j'applique aussi ce que j'aime avoir en relation en face et c'est vraiment de l'organisation et pour le coup, bah, comme je te disais, moi, j'ai fait, 5 ans en collaboration, c'est-à-dire un cabinet me sous-traitait des dossiers. Bah, en fait, les clients, ils attendaient la réponse et puis ils pouvaient t'appeler à 19 heures, ils attendaient la réponse sur leur TVA d'organisme de formation. Bah, tu apprends à faire, vite, bien, efficace. Ouais, Et mais je pour tout pense ce qui est, que oui, oui, vas-y. proximité, c'est, bah, les vidéos, je sais que moi, voilà, j'ai des clients qui sont, sur Paris, j'ai des clients qui sont à l'étranger avec des structures en France, parce que moi, je fais que du droit français, par contre. Mmh, mmh mh. C'est un peu l'inconvénient de ma profession, c'est qu'on Et oui. s'exporte pas très bien. Non. Heu, mais j'en ai aussi sur Lyon, donc après c'est vraiment, avec tous les moyens de télécommunication qu'on a, la proximité quand même Mmh mh. ça se fait, ça s'organise et ça se Voilà. fait sans souci. Et j'aime bien aussi, moi, ton approche de la communication, parce que tu es là, on a l'impression que tu es toujours là, tu donnes tes délais aussi, donc on sait, en fait. Donc ça veut dire que quand tu sais que tu vas pas répondre dans les 2 semaines et cetera, tu préviens le client, tu amènes tes questions, tu arrives enfin, je trouve que la communication est très fluide et qu'on arrive à se dire: «OK, on est entre bonnes mains». Parce qu'en fait, beaucoup de gens trouvent, ça peut-être normal. Je veux dire, moi, j'ai vécu 10 ans en Corée du Sud, enfin plus de 15 ans en Asie, et là-bas, le service, c'est de suite, hein. Ils te disent désolé quand ça prend plus d'un quart d'heure. Donc c'est vraiment, voilà. Et j'arrive en France et là, je me dis: «Oh purée, il te faut attendre plus d'une semaine pour avoir la réponse à un mail».
en fait, ils sont en train de faire. Donc en fait, en France, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que tu as écrit un email pour leur demander quelque chose, ils sont en train de le faire, donc ils te disent pas qu'ils ont bien reçu l'email, déjà. Donc ils le font. Mmh. Et quand tu rappelles au bout d'une semaine, ils disent: «Mais je l'ai fait». Oui, je le sais comment. Donc voilà, donc moi, j'ai eu beaucoup de cas comme ça où ça m'horripile. Bon, même si ça prend un mois, je m'en fous, mais qu'on me le dise que ça va prendre un mois, en fait. Ils me disent: «Bon, ben, là, ça va prendre 4 semaines». OK, je t'embête pas pendant 4 semaines, je sais où ça en est et puis voilà. Et ça, je pense que c'est important et toi, tu le fais assez, moi, je trouve naturellement, mais c'est pas donné à tout le monde, en fait, d'avoir c'est pour ça que je t'ai posé cette question-là sur la réactivité et cetera. Réactif, c'est pas dire: «Bah, je vais te répondre à 2 heures du matin» ou «Vite, vite, vite et je vais couper tout ce que je suis en train de faire». C'est vraiment de dire: «Beh, je sais où ça en est, je suis écoutée». Même des fois, tu vas me dire, par exemple: «Ah, j'ai bien reçu ton mail, je vais revenir, demain ou après-demain dessus». Comme ça, je tu sais où ça en est. Et ça, je pense que Oui. c'est très, très important dans toute prestation de service, mais surtout dans les choses comme tu fais toi. Tu as quand même des gens qui ont des problématiques, pas juste, «Est-ce que ça va mon côté micro ou pas?» Tu as aussi des gens qui veulent faire donc les acquisitions et cetera et là, ils sont un peu plus, vite, vite Oui, dans leurs bah, choses. Donc ouais. c'est clairement pour le coup, voilà, moi, c'est vraiment, c'est une politique, qu'on m'a inculquée. Enfin, ma première collab, j'ai eu quelqu'un qui m'a formée, ça a été vraiment un mentor technique et qui m'a inculqué alors eux, ils avaient un engagement si on répond sous 48 heures. Des fois, ils m'amenaient des consultations, je dis: «Ah non, ça va pas être possible». Et en fait, j'ai vraiment développé le truc quand c'était un peu trop, enfin, quand je sais que ça va me prendre, 15 minutes, 1 heure à faire, je la trouve cette heure-là dans la journée ou dans la journée qui suit pour répondre. Je le classe, le client est content, il a sa réponse sous 48 heures. Enfin après, quand on a des questions juridiques, potentiellement, je sais qu'on veut toujours la réponse tout de suite. Bon, si on l'a sous 48 heures, ça va. Je me dis que c'est un délai raisonnable. Et si je vois que vraiment c'est une grosse consulte, bah, en fait, leur dire je m'en aperçois très vite en lisant le mail. En fait, quand je lis le mail, je leur réponds: «Bon, ben, du coup, c'est une consultation, je vous fais un retour sous». Et juste le fait, en fait, d'avoir cette deadline, ça permet en face de se dire: «J'ai été entendu à C'est minima ça, et on va me gérer». Et c'est hyper important et pour moi, c'est juste primordial, en fait, dans la relation client pour, en fait, que tout le monde sache où on en est parce que oui, enfin, moi, des fois, j'ai des dossiers, ça se télescope tout en même temps. Il y a des choses, j'ai peut-être pas potentiellement j'aurais pu avoir le temps la semaine d'avant, ben, cette semaine-là, c'est ça. c'est le rush, ça marche Mmh. pas. Mais que le client le sache et sache où il en est parce que c'est hyper important, je trouve, de redonner de l'importance à l'humain en face et lui dire: «Je t'ai entendu, je t'ai bien pris en considération, t'inquiète, je suis pas en train de t'ignorer ou quoi que ce soit, je t'ai entendu et ça va être fait et on va y aller et tout va bien se passer». C'est ça, c'est ça. Et ça prend 5 minutes à faire. Ouais, parce que déjà, vous n'avez pas une position qu'on est, ouais, c'est pas la première profession qu'on va aller chercher. Donc, C'est ça. généralement, c'est parce qu'on a Alors le que problème qu'on vient vous chercher. nous ne sommes pas des pompiers, on peut vachement aider en amont. Oh, c'est ça, c'est ça. Mais Pour justement, le moi, je voulais te coup, poser la question sur ça par rapport à l'avenir du rôle de l'avocat, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de business en ligne. Il y a beaucoup de chat GPT, machin et tout qui, voilà. Il y a aussi des professions qui sont pas forcément réglementées aujourd'hui, comme le coaching, et cetera, qui risquent de l'être. Beaucoup de gens disent que ça risque de l'être dans le futur. Mais on voit pas forcément beaucoup d'avocats pour tout ça. Chercher des avocats qui comprennent ce que c'est l'entrepreneuriat, qui comprennent la micro-entreprise, qui comprennent qu'aujourd'hui, quand on lance un business au début, on est encore un peu à tâtons, qu'on n'a peut-être pas besoin d'avoir un truc à super, complet et cetera. Quoique, ça pourrait être intéressant aussi, ça, voilà. Mais, voilà, qu'au début, on essaye de mettre en place des choses, on n'a pas forcément des clients et cetera et puis on développe, puis on change, parce qu'on change beaucoup de niche, comme on a dirait, si je mmh. parle en jargon et cetera. Donc toi, comment tu vois évoluer cette profession d'avocat par rapport à tout ça, tous ces changements d'entrepreneuriat, et cetera, quoi? Je pense qu'il y a un gros changement sur la profession qui est à venir avec les nouvelles générations parce que, enfin, les anciennes générations, nous expliquaient quand on arrivait: «Oui, moi, quand je suis arrivée dans les années 90, je posais ma plaque, les clients montaient». Bon, non, c'est plus le cas. Heu et je trouve qu'en fait, enfin, l'avenir de la profession, ça va dépendre aussi, voilà, vraiment beaucoup de la façon dont, les nouvelles générations, s'approprient le métier. Parce qu'en fait, on est une profession on nous apprend des codes, en fait, très techniques, mais les codes entrepreneuriaux, on les a pas du tout. Donc, enfin, pour le coup, moi, je me suis plongée dans l'entrepreneuriat parce qu'aussi
Alors, outre le fait que j'adore les business, que j'ai des clients Mmh. qui ont des super business, je serais incapable de faire ce qu'ils font, mais Mmh. j'adore discuter de leur business. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est passionnant et en fait, c'est pour tout enfin, c'est des règles qui s'appliquent à toutes les professions, peu importe qu'on soit, profession du site, du droit, enfin le marketing, Mmh. la com, c'est pour tout le monde et je pense qu'il y a vraiment un shift à faire, d'arrêter de se dire, l'avocat enfin, en fait, de se rendre plus accessible, Oui. déjà, de communiquer plus parce qu'on a un intérêt quand on est en conseil. On a vraiment un gros intérêt en conseil, pour avoir discuté récemment avec une consoeur qui est en pénal. Donc, elle me dit, elle me fait: «Bah, les clients qui vont en garde à vue en disant: "Mais moi j'ai rien fait", avec la plus bonne volonté du monde, des fois ils peuvent faire des conneries monumentales et ben, à rattraper, bah, ça leur coûte un bras». Mmh. Alors que s'il y avait eu l'avocat, Oui. voilà, enfin, je parle de pénal parce que c'est un peu ce sur quoi on va vraiment penser à l'avocat. Je suis en garde à vue, mon Dieu, il me faut un Appelle un avocat. avocat. Voilà. Je veux avoir mon avocat. Mais mais voilà, enfin, on n'est pas que des pompiers, on peut vraiment agir, si on agit en amont, en fait, on peut minimiser les risques avant qu'ils arrivent Mmh. et faciliter le travail derrière si jamais vraiment ça devait aller, devait y avoir un problème et je pense qu'il y a une grosse part d'accessibilité de la profession et je connais beaucoup de consoeurs qui sont vraiment dans cette mouvance de rendre le droit accessible. Après, on a aussi beaucoup de spécialisation. Mmh. Je pense que l'avenir aussi, c'est d'être très spécialisé dans ce qu'on fait. Donc moi, je fais que du conseil en droit des affaires, contrat, cession-acquisition, société. Je ne fais rien d'autre. Mmh. J'ai des bases en fiscal, mais par exemple, pour une problématique en fiscal, j'ai des confrères qui en font. Pour une problématique en baux commerciaux, voilà et en fait, moi, je me suis fait mon réseau de personnes et de confrères et consoeurs qui sont spécialisés pour pouvoir, en fait, renvoyer et avoir un service, moi, le service que je rends à mes clients, c'est en accord avec mes compétences, mon expertise et en fait, c'est un vrai service avec une valeur ajoutée et vraiment un gros avantage pour le client Mmh mh. derrière parce qu'à faire de tout, bah, on est bon pas en tout. Ah mais chacun a son expertise, hein. Je veux dire, c'est pareil C'est ça. pour nous, je suis spécialisée dans tout ce qui est business, mais même une coach business, une mentor ou une consultante business a sa spécialité. Il y a des gens qui vont être plus sur le mindset, il y a des gens qui vont être plus sur Mmh. le côté financier, il y en a d'autres qui vont être plus sur la stratégie marketing et sur la stratégie marketing, il va être Insta, il va être LinkedIn. Voilà, tout le monde a son truc. Il y a des choses qui sont un peu plus comme les médecins généralistes, voilà. Ils vont te dire un peu les scénarios et après tu vas chercher ton spécialiste. Donc moi, c'est pareil quand il y a quelqu'un qui vient qu'on on va faire le point du côté légal, je veux dire: «OK, est-ce que tu as ça, ça, ça?» C'est une to do. Quand je vois Mmh. qu'il y a pas, bon, ben, on va aller chercher un avocat ou peut-être que ça va être des templates ou des choses comme ça au début parce que c'est une première tentative. Donc juste Oui. avoir déjà peut-être un template assez bateau pour commencer et dès que tu es OK sur tes trucs et hop, tu vas te mettre dans quand tu es parce qu'on teste beaucoup aussi nos offres. Donc oui, tu peux Bah, ce dire qui me quoi fait après? penser justement que les templates, enfin, c'est quelque chose que, je pense vers lequel la profession, à un moment, va devoir se tourner parce qu'on a en fait, on fait du conseil personnalisé. Ce qu'on nous apprend, c'est faire du conseil personnalisé, de la défense personnalisée et cetera. Mais en fait, à un moment, on a quand même, on est une profession avec des tarifs, c'est un investissement, c'est un budget de faire appel au conseil individualisé d'un avocat. Alors, pas autant que ce qu'on s'imagine, hein. Oui, L'avocat, les 3/4 j'ai beaucoup de consoeurs, on est au forfait parce que déjà c'est plus simple pour nous, c'est plus simple pour le client à budgétiser. Heu, le mythe de l'avocat qui, quand il décroche le téléphone, il a mis plus 50 et c'est, 20 balles la minute. Non, ça existe c'est de moins en moins répandu, mais ça reste quand même, ben, un budget. Enfin, ça, on en a conscience, c'est que l'investissement, à ce point-là, ben, des fois, quand on commence une activité, oui, on préfère investir sur, bah, avoir bien bossé son offre, avoir investi dans des stocks, avoir un peu importe, mais il y a d'autres investissements et tout peut pas être fait en même temps parce que, ben, mmh on mh. n'a pas tous des fonds illimités, hein, et ça, on comprend très bien. Mais les templates, je pense c'est un marché qui a été pris par les juristes et je pense qu'en fait, la vision avocat avec vraiment, de l'aide à la personnalisation, sans faire à la place, mais donner vraiment les clés, des tips, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour en fait, ben, ne serait-ce que derrière, si jamais ils ont fait leur contrat grâce à un template, fait par un avocat, ben, en fait, pouvoir aller le réviser avec un Ah, avocat aussi. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les avocats rédigent des contrats, mais
En fait, on peut aussi faire appel à un avocat, bon, pour réviser son contrat, pour le revoir, pour C'est ça. l'auditer, voir ce qui va pas et c'est des prestations aussi qui se démocratisent même si, initialement, on nous a pas appris à les faire et Non, mais j'aime bien que tu enlèves le mythe aussi sur ça, parce que moi, c'était un peu pareil, hein, je suis comme tout le monde. Au tout début, je dis: «Oh non, mais je vais pas faire appel à un avocat, il va me facturer 5 000, 10 000 €, hein». Tu es un peu dans cette tête-là et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, hem, bah, le budget, je pense que tu peux avoir vraiment des choses vraiment intéressantes. Pas forcément beaucoup plus cher que les juristes qu'on voit aujourd'hui sur Insta. Ça vous ouais, coûte rien d'aller demander déjà des tarifs ou des devis, mmh, et de voir la différence et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. De vraiment se renseigner, je pense, si un juriste vous va, aller voir quand même les clauses qu'il y a à l'intérieur, vraiment, de quel niveau de personnalisation on vous donne à l'intérieur et cetera. Après, si c'est vraiment pour tester une offre, que vous voulez un truc un peu basique, voilà, je vais faire, tant de trucs et cetera, que vous pouvez le faire vous-même, il y a pas de souci. Enfin, après avec quand même une template qui est juridiquement bien fait, hein. Pas un truc ChatGPT, s'il vous plaît. Donc d'acheter vraiment légalement un template que vous mettez juste vos trucs pour commencer, c'est bien, je pense. Mais, quand vous avez des offres qui soient pas trop chères, qui soient pas d'un certain niveau, dès que vous commencez à dépasser les 1 000 € et cetera par offre, moi je commence à dire: «Un avocat serait quand même mieux». Ça commence à être quand même des grosses sommes pour, et donc d'investir là-dedans, c'est quand même, plus intéressant. Donc c'est bien que tu aies lancé le point sur ça. N'ayez pas peur, demandez, ça vous coûte rien de demander à un avocat combien il ferait une prestation pour vous, selon votre chose, quoi. Et donc du coup, moi là, j'ai ma petite dernière question, ça c'est très lié à ça, c'est qu'est-ce que tu dirais, ou qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, une entrepreneur, j'ai une, mais ça peut être un, hein, qui hésite à se faire accompagner, juridiquement et qui se dit: Je sais pas trop, ouais, j'ai vraiment besoin de contrat, mais je sais pas». Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? déjà que si on veut faire appel à quelqu'un pour, se faire accompagner, il faut se fier au feeling qu'on a. Prendre une prestation pour le prix du conseil juridique, je peux l'entendre, mais j'aurais tendance à dire que si tu veux vraiment du personnalisé, ne prends pas l'avocat le moins cher juste parce qu'il est moins cher. Prends celui avec lequel tu sens que tu partages des valeurs et cetera, parce que le prix peut être un critère de choix, mais le feeling, enfin ton avocat, tu vas échanger avec lui régulièrement. Si tu peux pas te le voir en peinture et que tu as l'impression que c'est Toto qui est, archi nul et qui comprend rien et qu'en plus comme tu es une nana, il se dit: «Ah là là, non mais en plus nanana», franchement tu vas pas être en confiance. Tu auras juste trop la mort de lui payer ta facture à la fin. La relation avec son avocat derrière, ça peut vraiment être un partenaire, avec qui enfin, je sais que moi j'ai des clients, je suis intervenue sur un truc, derrière, bah, régulièrement on prend des nouvelles, sans que ça donne lieu à facturation ou quoi que ce soit, mais c'est des échanges qui derrière font que c'est une relation qui peut s'inscrire sur le long terme et en fait trouver son avocat dès le départ, c'est quand même se dire: «Ah bah, le jour où j'ai un problème business, elle était bien ou lui, il était bien» et savoir qu'on a confiance, en fait. C'est une Mmh. relation de confiance, c'est pas juste un bout de papier qu'on va rédiger, c'est, un des fondements du business. Je vais pas réinsister sur, l'importance et l'atout d'avoir des contrats qui sont adaptés à son activité. Faire confiance aussi à son feeling et choisir un avocat avec qui on le sent bien et qui nous inspire confiance. Voilà, ouais, C'est, qui est bien à l'écoute de ce parce qu'on est et entrepreneur et qui comme je dis, nous on change, on c'est évolue, ça. donc les contrats peuvent évoluer à un moment donné, le business évolue, donc d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute et cetera, qu'on peut revenir et dire: «Bah, voilà, on a fait les contrats l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était super top. Là, je suis en train de changer, je suis passée plutôt d'un truc là, est-ce qu'on peut revoir tout ça?» Bah, du coup, tu sais où tu vas, en fait. Avant que et d'être vraiment dans le côté proactif, en fait, des choses, de dire: «On va pas attendre les problèmes, on va pas se dire que tout le monde est des bisounours». Non, on a beaucoup de bisounours, moi, mes mes clientes sont généralement des bisounours, mais il y a toujours des petits trucs au milieu qui viennent faire l'exception et cetera. Donc d'être proactif sur ça, d'être bien, de pas se dire: «Oh, attends, je vais facturer 10 000 € mon premier contrat, mais si ma cliente, elle fait ça, comment je vais faire? Là, elle m'a dit de refaire ça, mais je l'ai pas mis dans mon contrat, bon, beh, je vais le faire quand même cette prestation» et cetera. On arrive dans du stress qui est complètement inutile. On est déjà chef d'entreprise, on a beaucoup de choses à faire comme décision et cetera. Si on pouvait s'enlever ça, enfin, je sais pas, moi, je sais pas Mmh. pourquoi on peut prendre un comptable facilement et pas se penser, à l'avocat, forcément. Ça, c'est un truc que je ne je sais pas. Moi, j'étais quand c'est que je trouve un avocat qui comprend l'entrepreneuriat. Moi, c'était juste ça mon problème. Donc quand je te vois passer, hop, OK, nice, on y va.
Parce qu'il y a Bah, aussi ça, après hein, pour le ce côté oui, spécialiste. bah, il faut quelqu'un qui comprenne et qui est aussi, ben, voilà, qui partage les valeurs et qui comprenne, là, enfin, où on est. C'est ça. Parce que, bah, quelqu'un qui a échangé qu'avec, les chefs d'entreprise qui ont hérité de l'entreprise de papa, qui marche bien, qui fait déjà des centaines de milliers, ben, est-ce que, les problématiques, quotidiennes de l'entrepreneur, il va vraiment, les cerner? Potentiellement oui, s'il a une clientèle qui est mixte, potentiellement non, si en fait sa seule clientèle c'est, l'usine de papa reprise par la famille. Mmh, Parce que les défis sont pas les mêmes et quand on parle, enfin entrepreneuriat, ça peut être, enfin c'est des projets entrepreneuriaux, ça peut être ton premier, ça peut être ton cinquième. c'est ça. Tu as des questions et des questions sur le développement, il faut vraiment avoir quelqu'un que ça intéresse et que ça motive. J'aurais pas d'autres conseils à donner que, ouais, bien faire confiance à son instinct et le prendre en considération dans son choix. C'est ça, c'est ça. Beh, Comme pour choisir merci. son coach. Voilà, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même chose. On propose quand je regarde juste la liste de ce qu'on propose, on peut choisir beaucoup de monde sur la même, chose, mais qui est la personne derrière? Comment elle est? Et donc n'hésitez pas à prendre des appels pour voir qui est derrière, pour savoir si ça correspond ou pas, et même si vous prenez un appel, vous avez le droit de dire non, hein. Je veux dire, c'est pas voilà, mais si Oui. on n'a pas la personne en face, c'est vrai que c'est difficile de se faire une idée, en fait. Donc je sais pas pourquoi on a une quand même cette peur. Si vous avez, vous voulez commenter là, les gens qui écoutent, savoir qu'est-ce qui est votre peur par rapport à prendre un avocat ou une avocate, dites-le en commentaire parce que j'aimerais trop savoir sur ça. Qu'est-ce qui empêche les entrepreneurs de prendre un avocat, de se pencher sur le côté légal? Je vois pas. On peut passer 2 000 € dans un compte en banque, mais on peut pas passer 2 000 € dans ses contrats. Moi, je comprends pas. Bah, moi, je suis curieuse aussi des réponses. Voilà, donc je Ça nous pense aidera tous pour voir un peu, comment, nous rendre plus accessibles dans la c'est ça, profession. c'est Heu, ça, notre but, c'est d'aider les clients, hein. C'est pas de c'est ça, enfin moi, j'ai pas du tout la vision de, le client est une machine à fric. Non, le client a besoin, potentiellement de mon aide pour l'accompagner. c'est ça, c'est ça. Enfin, voilà, je vous laisse la question, chère auditrice, pour dites-nous parce on est très curieuses. Donc, ben, merci beaucoup à toi d'être, pour tous ces échanges, que vraiment c'est enrichissant tout ce que tu nous as dit. Est-ce que tu peux nous dire un peu, où c'est qu'on peut te trouver? Et en gros, un peu tes services et cetera pour qu'on si quelqu'un veut prendre un rendez-vous avec toi pour te poser plein de questions, on sait jamais, donc dis-nous tout ça. Alors, où on peut me trouver? Alors, je suis très active sur Instagram. C'est MB Avocat Business. Il y a des tirets de 8 pas entre chaque, mot. MB est tout attaché et Avocat Business après. Mais normalement, on me retrouve. Donc je suis vraiment très active sur Insta où je vulgarise pas mal, en fait, le droit, des concepts, bah, il y a quelques fois des conseils qui ont l'air d'être du bon sens, un peu liés à l'entrepreneuriat parce qu'on est un peu tous, dans le même bateau. Enfin, moi, j'ai lancé Mmh. mon câble, je suis aussi dans l'aventure entrepreneuriale, je me développe, des fois, il y a des décisions où je me dis: «Ah bah, c'était peut-être pas ouf». Enfin, Mmh. voilà, c'est vraiment un peu partager aussi ce côté-là, outre l'info légale. Et sur LinkedIn aussi, Mmh. donc Maëlys Billet et pour prendre rendez-vous avec moi, j'ai des appels prise de contact pour voir si, Mmh. potentiellement mon accompagnement pourrait, correspondre, et répondre aux besoins, et j'ai aucun souci à dire qu'on n'aurait pas besoin de moi, si c'est le cas. Enfin, pour le coup, j'ai déjà eu des appels où Transparence. on me disait: «Je veux passer en société», c'était pas du tout opportun. Je dis: «Bah non, on en reparle plus tard, mais là, franchement, c'est se mettre un boulet au pied». Enfin, Mmh mh. voilà, j'ai pas, donc pour le coup, c'est, dans mes liens en bio sur mes 2 Mmh. profils, on a un lien vers mon Lemcall pour pouvoir, booker un rendez-vous, prise de contact. C'est 20 minutes, téléphonique ou visio au choix et l'appel, prise de contact est gratuit. Donc littéralement, ça engage à rien, c'est juste un peu de Mmh. temps. Au pire, vous perdez 20 minutes parce que vous vous rendez compte que je ne suis pas l'avocate de la situation ou que vous n'avez pas besoin pour l'instant, mais potentiellement plus tard. Disons que ça brise un peu, la glace et c'est toujours, plus sympa d'être, moins stressé quand on a brisé la glace, Ou sinon, ça peut être tout de faire appel. l'inverse, de trouver la perle pour faire tous vos contrats Mmh. ou pour la perle pour vous dire où c'est que vous devez aller comme statut. Est-ce que c'est vraiment la micro, qui est finie pour vous ou si vous devez rester un peu encore en micro ou voilà. Donc tout ça, c'est vraiment les choses importantes. Donc je laisserai tous les liens dans la description en Merci. dessous et je suis sûre que toutes ceux qui nous écoutent, je vais être gentille, je vais dire au moins la moitié ne sont jamais penchés sur ces questions-là sérieusement. Donc, au moins, allez voir son Instagram, LinkedIn si vous avez envie, pour vraiment comprendre un peu, voir qui elle est et
qu'est-ce qu'elle peut vous apporter en positif? Voilà. Voilà, donc merci beaucoup d'être venu pendant Mmh. cette interview. J'espère que ça a ouvert un peu les esprits sur le métier d'avocat, en fait, pour les entrepreneurs, qui est vraiment important, quoi. Merci beaucoup Anna. J'espère, oui, que, bah, ça a apporté des réponses, que ça a peut-être un peu, permis de dire: «Ah ouais, en fait, ça va, c'est des humains comme nous, mon Dieu!» C'est ça. Ils vont pas ils vont pas nous tuer les vilains méchants du droit, les avocats. Donc voilà, non, j'espère, sans blague que voilà, ça a pu aider. J'ai pu donner un peu, voilà, des pistes de réflexion Voilà. et que ça aura pu aider un peu. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez répondre à la question qu'on a dit: «Pourquoi vous voulez pas prendre un avocat?» vous pouvez venir sur nos Instagram, nous le dire directement en message privé et on serait contente. C'est vraiment par pure curiosité, par Clairement. rapport à ça. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions et cetera. On serait ravis. Voilà pour ce petit épisode, enfin, grand épisode sur le côté Merci légal beaucoup. et puis on se retrouve dans des prochains épisodes. Bye bye. Bye bye.